Pilote de ligne de Reddit, quel a été votre plus grand moment de « nous sommes tous foutus » auquel vous avez survécu et que vos passagers n'ont pas remarqué? Histoire 1, c'était il y a environ 7 ans. J'ai emmené mon frère et mes 2 cousins pour un petit vol touristique un matin dans un Cessna 172. Je savais qu'il y avait du mauvais temps, alors je voulais en finir rapidement. Au bout d'environ 20 minutes, j'ai remarqué que les nuages s'aggravaient, puis des éclairs ont éclaté au loin, il était définitivement temps de rentrer. En rentrant, j'ai communiqué mes intentions par radio, aéroport non contrôlé mais avec un FBO, et quelqu'un m'a répondu par radio avec les vents actuels. Cela n'a pas fonctionné, avec le recul, j'aurais dû demander des éclaircissements. De retour à l'aéroport, et alors que j'étais en finale, je me rends compte à quel point le vent est violent. Ayant du mal à rester sur la ligne centrale, je finis par faire demi-tour du premier coup. À ce stade, je commence à transpirer à grosses gouttes et je prévois de changer d'itinéraire si la prochaine tentative ne se passe pas bien. Je m'assure d'éteindre l'interphone pour que mes cousins à l'arrière ne puissent pas entendre à quel point je suis paniqué, même si j'ai gardé mon sang-froid tout au long de l'opération. À la deuxième tentative, j'ai réussi à caler le gouvernail à gauche et à poser les roues au sol en toute sécurité. Je roule jusqu'au parking, je coupe, je saute et je commence à trembler d'adrénaline et je pousse un énorme soupir de soulagement. Mes cousins n'avaient aucune idée de ce qui venait de leur arriver. C'était juste un vol passionnant. Mon frère savait en quelque sorte ce qui se passait, et je lui ai fait part de mes pensées plus tard. Apparemment, j'avais un public de gars du FBO qui me regardaient aussi, me criant probablement d'aller ailleurs. Je suis honnêtement parfois surpris d'avoir réussi cet atterrissage sans incident, d'autant plus que c'était pratiquement mon premier atterrissage par vent de travers. Histoire 2, un jour, alors que je quittais un van en feu dans un avion privé avec quelques passagers, mon moteur a lâché. Je n'ai même pas suivi la liste de contrôle en cas de panne de moteur. J'ai jeté un œil à la jauge de pression de carburant, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, j'ai appuyé sur l'interrupteur de la pompe à carburant auxiliaire et il s'est remis en marche. L'incident s'est passé si vite que les passagers ne l'ont même pas remarqué. Je ne dirais pas que c'est un moment où nous sommes tous foutus. Dans le pire des cas, j'aurais dû reposer l'avion et nous nous sommes retrouvés sur un terrain assez plat à perte de vue. Histoire 3, j'étais en train d'obtenir ma licence de pilote privé et je faisais des circuits. Donc, avant de décoller, le directeur financier de l'école de pilotage m'a demandé si j'étais sûr que c'était une bonne idée de voler, car il y avait beaucoup de vent. Je pilotais un Cessna 152 ce jour-là avec un vent de 15 nœuds et des turbulences autour de 20. Honnêtement, je ne sais pas ce que moi ou qui que ce soit à l'école de pilotage pensions, en me laissant, moi, un jeune de 16 ans, décoller quand même. Quelques circuits chaotiques se sont déroulés sans problème. En fait, j'ai eu une bonne pratique de l'atterrissage dans des turbulences. Donc, pour le dernier circuit de la journée, je suis en finale avec les volets pleins, à la vitesse minimale absolue pour une approche dans un Cessna 152, sans tenir compte du fait que l'air est super turbulent. Pour ceux qui ne le savent pas, quand il y a des bosses, il faut aller un peu plus vite que d'habitude en approche. Quoi qu'il en soit, je suis assez près du sol, peut-être à 300 ou 400 pieds, et j'entends le vent souffler par-dessus le bruit du moteur. Soudain, plus de vent. Je venais de perdre 15 à 20 nœuds de vent de face presque direct en approche finale avec absolument aucune vitesse à revendre. Je me souviens que mes manches de chemise semblaient se gonfler et que l'alarme de décrochage de l'avion s'était mise à hurler. Les commandes étaient devenues totalement inutiles, comme des joysticks d'ordinateur mou. Heureusement, j'avais la main sur l'accélérateur comme mon instructeur me l'avait appris, et pour une raison instinctive quelconque, bon instructeur, probablement, j'ai doucement poussé l'accélérateur à fond et j'ai légèrement baissé le nez. Tout cela s'est passé en l'espace d'environ 5 secondes. Je me souviens de ce que j'ai fait mais je n'ai pas pensé à le faire. C'était comme quand vous conduisez quelque part et que vous réalisez soudainement que vous êtes arrivé sans vous souvenir d'avoir conduit. Putain, c'est effrayant. Quoi qu'il en soit, j'ai atterri sans problème et je suis rentré chez moi et j'ai fait une sieste. Mes parents ont dit que j'étais pâle comme un fantôme quand je suis rentré à la maison. Voler est amusant jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Eddie, beaucoup de gens se demandent pourquoi j'ai doucement poussé l'accélérateur. La raison est que le carburateur ne peut pas fournir suffisamment de carburant pour maintenir le bon mélange air-carburant lorsque le pilote pousse rapidement l'accélérateur. Le carburateur est censé fournir un jet rapide de carburant pour tenir compte de l'augmentation rapide de l'air. Si le pilote appuie à fond sur la manette des gaz, l'énorme quantité d'air qui entre dans le carburateur est tout simplement trop importante pour maintenir le mélange air-carburant approprié. Même avec le jet supplémentaire, dans le meilleur des cas, cela peut provoquer un ralentissement du moteur pendant quelques secondes, le temps que le mélange se rattrape, et dans le pire, cela peut même provoquer un calage complet du moteur.
Alors, imaginez qu'un pilote inexpérimenté panique et bloque vraiment la manette des gaz à fond. Cela peut avoir un effet désastreux, car non seulement il est à basse altitude avec une faible vitesse, mais il vient d'étouffer son moteur et ne peut tout simplement pas obtenir plus de puissance. Un bon professeur peut vraiment compenser beaucoup de choses et peut vraiment bien vous préparer à des situations dangereuses, comme c'est le cas ici. OP, avoir cet instinct de ne pas simplement écraser la manette des gaz et aussi de faire quelque chose en premier lieu, c'est sûr. Enfin, je ne vais pas dire sûr, je ne suis pas pilote, mais il semble que cela lui ait sauvé la vie. Bon travail pour rester calme sous pression, OP. Histoire 4, cette histoire s'est déroulée en moins de 10 secondes et aurait dû se terminer par des gros titres sur CNN. Pilote militaire et non commercial, mais cela aurait quand même pu se terminer en désastre. Je pilotais un hélicoptère CH-47 des Chinook en Irak à la mi-juillet 2008, la température était supérieure à 130 degrés, j'avais 36 passagers à bord, à une altitude de seulement 100 pieds et à une vitesse de 140 nœuds, plus bas et plus rapide que ce que vous pourriez jamais faire aux États-Unis. Nous avons heurté une poche d'air chaud thermique qui nous a poussé vers le haut, alors j'ai piqué du nez, le cyclique ressemble à un joystick entre vos jambes, pour maintenir l'altitude. J'étais un tout nouveau pilote volant avec un vétéran de combat qui voulait que je maintienne une altitude de 100 pieds presque exactement, donc pas plus haut que 120 ou moins haut que 80. Le fait de piquer de l'avion nous a empêchés de monter plus haut, mais nous avons immédiatement heurté un courant descendant, et l'avion a commencé à tomber comme une pierre. J'ai tiré sur le cyclique aussi fort que possible pour relever le nez, mais il a heurté mon gilet pare-balles et n'a pas pu reculer plus loin. J'ai vu l'altimètre chuter jusqu'à 19 pieds et, miraculeusement, nous avons commencé à monter à la dernière seconde possible. Pendant le compte rendu, l'autre pilote, maintenant l'un de mes amis les plus proches, qui avait plus de 1000 heures de combat, m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi près de la mort auparavant. Je n'étais pas ébranlé jusqu'à ce que j'entende ça. Même en écrivant cela aujourd'hui, j'ai des frissons. Histoire 5, la mienne remonte à de très nombreuses années, lorsque j'étais élève pilote. J'avais 14 ans à l'époque, et je pense que j'avais fait environ 15 heures et que j'étais sur le point de voler en solo pour la première fois, mais il me restait encore quelques heures et d'autres atterrissages à pratiquer. Je faisais quelques bases et je me préparais à revenir avec mon instructeur pour pratiquer quelques touch and go pendant un moment. En revenant, nous avons dû traverser l'espace aérien Bravo de DTW, ce qui signifie que nous avions besoin de la permission pour le traverser. Quelques minutes avant de demander la permission, mon instructeur est devenu très silencieux. Je l'ai regardé et il avait l'air vraiment mal. J'ai pensé qu'il allait vomir, alors j'ai commencé à chercher un sac, mais j'ai remarqué qu'il ne respirait pas. J'ai compris où j'étais et j'ai appelé l'approche DTW, j'ai déclaré une urgence médicale et j'ai dit que mon instructeur ne respirait pas. Je leur ai également dit que j'étais étudiant et que je n'avais jamais atterri seul auparavant et jamais dans un grand aéroport. L'approche de Détroit m'a été d'une aide incroyable. Ils m'ont donné le choix entre DTW ou Willow, mais Willow aurait ajouté 5 à 10 bonnes minutes puisque je venais du sud-est. J'ai opté pour DTW, et ils ont été très efficaces pour me donner des vecteurs tout en écartant les gros jets. Je me souviens les avoir entendus dire à plusieurs avions de faire demi-tour et à plusieurs autres de se mettre en attente. Bref, j'ai fait mon approche et j'ai fait l'atterrissage le plus doux que j'ai jamais fait de ma vie, même à ce jour. Une ambulance était là, en taxi, m'attendant. Il s'avère que mon instructeur, qui n'avait que 25 ans, a eu une crise cardiaque. Il s'en est finalement bien sorti. Au total, entre le premier appel et son arrivée dans l'ambulance, il s'est écoulé moins de 10 minutes, tout cela grâce à l'ATC et à la tour DTW. Histoire 6, j'apprenais à piloter lorsque je travaillais pour le gouvernement. Donc, lors de mon premier vol avec moi au décollage, nous avions grimpé pendant environ 5 minutes et nous faisions des virages en douceur. L'instructeur dit que nous allons faire demi-tour parce qu'il ne se sent pas bien. Il prend alors le manche et il a l'air blême. Il commence alors à respirer de manière erratique et dit que je dois l'aider à contrôler l'avion. Il appelle la tour par radio. Jusqu'à présent, je pense que c'est une farce. Mayday, Mayday, me dit-il tout au long de l'histoire. J'essaie de parler à la tour, de répéter les informations, de lire les jauges, de me souvenir des leçons, de l'écouter et d'espérer qu'il ne s'évanouisse pas. Je me chiais dessus. Le décollage est une chose, mais l'atterrissage. Nous atterrissons comme un kangourou avec une fusée dans le derrière. Je suis surpris que les roues ne se soient pas repliées. Il a dû y avoir 4 gros rebonds, mais c'est une grande piste. Vitesse de pointe. Finalement, j'arrive à arrêter l'avion et l'instructeur s'évanouit. Il a eu une crise cardiaque. Il a survécu mais seulement quelques mois avant que j'apprenne qu'il est décédé dans son sommeil. Mais il nous a fait descendre.
Je n'ai jamais continué les leçons. Histoire 7, je suis CFI à ce stade et je vole avec un élève. Nous voyons une araignée dans le cockpit. Maintenant, je suis d'accord avec les araignées, mais je ne veux pas qu'elle distrait l'élève, alors je l'écrase. L'élève a raté l'araignée mais a vu mes mouvements et m'a demandé ce que c'était. J'ai répondu, c'était une araignée. Je l'ai eu, tout en jetant un œil vers la banquette arrière. J'ai réussi à ajouter avec désinvolture, pourquoi ? As-tu peur des araignées, sans que l'élève ne remarque la coupure dans la phrase. Il s'avère que l'élève a peur des araignées. Pendant le reste du vol, j'ai écrasé des araignées derrière le dos de mon élève alors qu'elle s'avançait du nid que je venais de repérer à l'arrière de l'avion. Il ne l'a jamais su. Maintenant, j'espère que dans cette situation, le cerveau de quelqu'un donnerait la priorité à la peur de mourir en écrasant un avion plutôt qu'à la peur des araignées. Cela étant dit, les cerveaux ne fonctionnent pas toujours comme ça. OP a fait du bon travail ici dans une situation malheureuse pour l'élève. Ouah. Histoire 8, je ne suis pas pilote, mais mon copain a une licence privée et nous volons souvent ensemble juste pour ses heures. J'achète le déjeuner, il obtient des heures, c'est amusant. Je vis dans le PNW et il voulait voler jusqu'à Crater Lake un hiver. Plafond, 8000 pieds. Crater Lake, 6000 pieds. Il n'a pas encore sa qualification de vol aux instruments, donc nous ne pouvons pas franchir le plafond. Nous survolons, passons un bon moment, prenons de superbes photos, etc. Nous revenons à l'aéroport, allons au bar et il me raconte qu'il n'a jamais eu aussi peur en pilotant. Pourquoi ? Le Cessna monomoteur dans lequel nous étions pouvait planer sur 2 à 3 miles en cas d'urgence. Crater les cas plus de 8 miles de diamètre. Au milieu, nous serions foutus. Je lui ai demandé ce qu'il ferait. Il m'a répondu, je piquerai du nez dans l'eau. On a envie de nager dans ce truc et de se noyer ou de mourir rapidement et sans douleur. VPN. Histoire 9, je n'ai jamais connu un moment comme celui-ci parce qu'on essaie toujours autre chose pour sauver l'avion. Je n'ai jamais eu de situation réelle où j'ai dû sauver un avion d'une catastrophe imminente. Il y a des décisions que j'ai dû prendre et qui, si je faisais le mauvais choix, pouvaient nous mettre dans une mauvaise situation, mais jamais quelque chose comme « nous allons tous mourir ». Une fois, lors d'un atterrissage à RJ sur une courte piste dans le nord-est, j'avais un peu trop de vitesse et j'ai attrapé une rafale au mauvais moment. L'avion s'est élevé d'environ 3 mètres plus haut et j'ai lentement baissé le nez. J'ai réalisé à ce moment-là que l'endroit où l'avion toucherait le sol ne me donnerait pas beaucoup de chance de m'arrêter avant la fin de la piste. En fait, il ne s'arrêtera probablement pas avant d'atteindre les arbres à la fin. J'ai poussé la puissance et nous avons fait un tour à environ 6 à 9 mètres du sol. Les contrôleurs nous ont guidés et nous avons atterri en toute sécurité lors de la deuxième tentative. Dans le simulateur, nous faisons tout ce qui est « oh merde », et même lorsqu'un événement d'entraînement se passe de travers, nous essayons toujours de piloter l'appareil jusqu'à ce qu'il heurte quelque chose de solide. Je ne peux pas imaginer abandonner l'avion en vol. Chaque jour, les pilotes prennent des milliers de décisions pour éviter qu'une situation difficile ne devienne dangereuse. De nos jours, les pilotes sont très prudents et conservateurs. La sécurité est toujours la priorité et rien ne doit être négligé. Histoire 10, pas vraiment avec des passagers, mais une erreur quand même. Lors de mon premier vol en solo, j'étais vraiment excité et je voulais filmer l'occasion spéciale. J'étais donc là, roulant sur la voie de circulation avec une main tenant mon téléphone. Une chose à propos des vieux avions à hélice, c'est qu'ils sont comme les vieilles voitures, ils ne roulent pas toujours droit. Je suppose que j'étais un peu trop concentré pour m'assurer que ma caméra était correctement orientée et mise au point, et la prochaine chose que je sais, mon avion a fini par rouler sur l'asphalte dans le foutu fossé herbeux. J'ai paniqué. Comment diable suis-je censé sortir cet avion d'ici ? À la radio, il y a eu un silence car le contrôleur a probablement vu ce qui s'est passé depuis la tour. Après quelques secondes, probablement toujours sans voix à ce stade, elle a vérifié avec désinvolture que j'allais bien. Pour éviter mon embarras, j'ai essayé de démarrer et de sortir de l'herbe pour retourner sur l'asphalte. À ma grande surprise, cela a fonctionné. J'ai fait mon petit vol comme prévu et je suis retourné au hangar où mon instructeur m'attendait. Je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui ont vu ce qui s'est passé, mais d'après son expression, je suis presque sûr qu'il le savait aussi. Et oui, cette vidéo de moi en train de conduire dans un fossé existe. Je suppose que c'est l'équivalent en avion de « n'envoyez pas de SMS en conduisant », OP. Si utiliser un téléphone et conduire est une mauvaise idée, dites-moi comment vous pensiez que l'utilisation d'un téléphone et le vol, enfin, pas le vol mais au moins le contrôle d'un avion, allait se passer. C'est une décision stupide. Préparez tout avant de commencer à rouler, imbécile.
Histoire 11, je n'étais pas le pilote, mais j'étais passager sur un planeur. Pour ceux qui ne le savent pas, les planeurs ne peuvent pas décoller tout seuls. Pour ce planeur, nous avions besoin d'un avion remorqueur, un 172. Le 172 a un crochet de remorquage qu'ils accrochent à notre nez. Lorsque nous voulons larguer, nous passons par une procédure de largage. Le pilote du 172 abaisse une aile pour signaler le largage. Il ralentit, nous plongeons, ce qui crée du mou, nous nous cabrons, puis nous lançons le câble de remorquage. Le Cessna continue son petit bonhomme de chemin et nous planons. Eh bien, pendant la procédure de largage, quelque chose s'est mal passé et le câble n'a pas pu être lâché. Le planeur a tiré sur la queue du Cessna et a provoqué un chaos total, car piloter un 172 avec un planeur qui n'est pas synchronisé avec vos mouvements est incroyablement difficile. Heureusement, nous sommes tous les deux revenus en un seul morceau, mais cela aurait très bien pu provoquer le décrochage et le crash du 172, et nous aurions été entraînés avec eux, regardant impuissants. Histoire 12, il y a longtemps, en 1989, j'étais copilote sur le 747-100. Nous avons poussé l'avion depuis le terminal d'anchorage et avons roulé pour le départ vers Narita, Tokyo. Nous étions pleins de monde et très proches du poids maximum au décollage. Au bout de la piste, c'était mon décollage. J'appuyais sur les freins, relevais les manettes de poussée et l'ingénieur mettait la puissance de décollage à fond. Il relâchait les freins et nous partions. Nous roulions sur la piste. Ce n'était pas du tout une accélération fulgurante. Alors que le bout de la piste se profilait à l'horizon et que la vitesse de décollage était encore assez éloignée, avec les feux qui passaient au rouge-blanc, au rouge-blanc, au rouge-rouge-rouge, le commandant de bord a dit, et je cite, « Il vaut mieux que tu fasses une rotation. » Nous étions à 20 nœuds en dessous de V-Baer. N'étant pas complètement idiot, j'ai lentement et doucement fait une rotation et la bête s'est envolée au bout de la piste comme une dame. Nous avons lentement pris de l'altitude, nettoyé, fait demi-tour et nous sommes partis vers l'ouest. Pas un mot n'a été dit pendant un long moment. Finalement, à 20 000 pieds, l'ingénieur s'est lancé sur mes chiffres de performance. Tout allait bien et nous étions à pleine puissance. Bref, il s'est avéré que des marchandises supplémentaires avaient été chargées par erreur et que nous étions bien en surpoids. Mis à part le fait que j'ai mouillé mon siège et que mon rythme cardiaque s'est accéléré, les passagers n'ont rien remarqué. Histoire 13, je suis pilote d'hélicoptère commercial. Le moment le plus proche où j'ai pu me dire que j'étais dans la merde remonte à quelques années. Pour le mettre en place, j'ai piloté un hélicoptère seul vers un autre endroit situé à environ 320 km. L'hélicoptère que je pilotais était configuré pour le vol aux instruments, IFR, et je suis un commandant de bord assez expérimenté en IFR. L'hélicoptère dans lequel je me trouvais n'aime pas la glace. Cela signifie qu'il est pratiquement impossible de voler dans les nuages lorsqu'il gèle. C'était dans l'extrême arctique au début du printemps, donc il faisait toujours froid. Le temps n'était pas terrible, mais je voulais quand même tenter le voyage. S'il faisait mauvais, je pouvais simplement faire demi-tour et rentrer chez moi. À environ 80 km de là, le plafond nuageux descendait et la visibilité diminuait. J'étais au-dessus d'un petit lac gelé et je pouvais voir à l'autre bout du lac que les nuages atteignaient le sol. À ce moment-là, je me trouvais à environ 90 mètres au-dessus du sol. Je décide de faire demi-tour et d'amorcer un virage à gauche, mais à mi-chemin, je pénètre dans un nuage. Dans des circonstances normales, un hélicoptère VFR qui pénètre involontairement dans un nuage est souvent une condamnation à mort. Mais je suis un pilote IFR formé sur un hélicoptère IFR. Je commence une montée, car je sais qu'il y a du relief en pente sur le côté du lac. Cela ne me dérange pas de voler dans les nuages. Ce qui me dérange, c'est le fait que mon hélicoptère commence à se glacer instantanément. Je ne parle pas d'un peu de glace, mais d'une quantité énorme de glace dans un hélicoptère qui, soit dit en passant, n'aime pas la glace. Je n'ai aucun moyen de parcourir les 80 km qui me séparent de l'aéroport pour effectuer une approche IFR, et je sais que les nuages sont trop épais pour grimper au-dessus. Je ne peux pas non plus descendre car le plafond est si bas que je risque d'impacter le terrain si je ne sors pas du nuage assez tôt. Je réfléchis aux options dans ma tête, mais mon rythme cardiaque s'accélère. Ce n'est pas quelque chose qui se produit normalement. Je ne suis pas le genre de pilote qui se retrouve dans des situations qui me font peur. Je n'ai plus beaucoup de temps, alors je me dirige vers une zone plus grande et plate comme indiqué sur mon GPS et mes cartes, je règle mon radioaltimètre, un appareil qui vous indique exactement à quelle distance du sol vous vous trouvez, pour qu'il émette un bip lorsque j'atteins 250 pieds, et je commence à descendre. Je me dis que si je ne m'éloigne pas de 300 pieds, je vais avoir de sérieux problèmes. Alors que j'approche des 300 pieds, je sors du nuage.
La visibilité est bonne et le chemin est dégagé jusqu'à l'aéroport. Je fais une approche normale pour atterrir et je ferme dans notre hangar. Les pales sont couvertes de glace. Après avoir changé de sous-vêtements, nous tirons l'hélicoptère dans le hangar pour laisser fondre la glace. Le lendemain, le temps est magnifique et le voyage se déroule sans accroc. Après avoir volé pendant 10 ans et des milliers d'heures, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment peur. Je suis juste content de n'avoir eu aucun passager à bord à ce moment-là. Histoire 14, j'étais le passager de l'avion. C'était la première fois que je volais seul, donc c'était un gros problème pour moi, de Chicago à Tampa. L'aller s'est bien passé. Le retour à Chicago. Oh mon Dieu. C'était un vol commercial ennuyeux. L'avion n'était pas complètement plein, mais il y avait encore pas mal de monde. Nous approchions de l'aéroport de Midway, mais quelque chose s'est produit. Il y a eu un grand boom et une énorme chute soudaine. L'avion a alors fait un bond en avant et, pour une raison quelconque, nous avons dû aller à OR à la place. Nous sommes donc au-dessus du lac et on nous a dit de prendre la position d'urgence. J'avais 12 ans. Lorsque les hôtesses de l'air sont à leur place et en position d'urgence, j'ai su que c'était grave. Pendant tout ce temps, l'avion est secoué et monte et descend, en apesanteur un moment, puis un bond et une sensation normale. Nous étions si près de l'eau. Je pense juste que je veux revoir ma famille et tout le monde. Nous approchons enfin de l'aéroport OR et nous voyons les camions de pompiers et les ambulances près de l'aéroport. En voyant cette piste approcher si vite, le commandant de bord est venu et a dit de se préparer à un impact très violent. Les roues étaient coincées, je suppose. D'une manière ou d'une autre, nous avons atterri en planant parfaitement sans rien heurter. Nous avons dévié sur une autre piste et nous nous sommes arrêtés dans l'herbe. C'était rugueux et chaotique, et le bruit du métal contre le béton était comme des clous sur un tableau noir multiplié par 1 million. Mais le seul vrai dommage était ce qui s'était cassé, et le ventre de l'avion était amoché, mais c'est tout. J'étais tellement effrayé que lorsque j'ai finalement levé les yeux, j'ai vu que les poubelles s'étaient ouvertes et que tout était partout. Il n'y avait que le silence, puis tout le monde s'est applaudi et s'est pris dans les bras. Le pilote est arrivé et a dit, « Eh bien, je pense que je donnerai 2 points à ces montagnes russes. » Puis, sérieusement, il a parlé des toboggans qui sortaient de tout ça. Nous sommes tous sortis et tout le monde serrait la main du pilote. C'est mon tour, et je suis une gamine de 12 ans pleine d'hormones et d'émotions, et je l'ai juste serré dans mes bras et pleuré. J'étais gêné après ça, mais il était juste content parce que j'étais une enfant et que j'allais bien. Puis j'ai pu descendre le toboggan. Pipi. Pas aussi amusant qu'on le pense. Après que tout le monde a été examiné par les ambulanciers, on nous a emmenés à une porte d'embarquement, et je cherche mon père des yeux car il était censé venir me chercher. Je l'entends crier mon nom, et je hurle, « Papa. Papa. » C'est le plus grand câlin que j'ai jamais reçu de lui et c'est l'une des rares fois où je l'ai vu pleurer. Il fait ce truc où les parents vous examinent partout, bras, jambes, ok, pas de sang. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'étais le seul enfant dans l'avion, donc les gens applaudissaient pendant tout ce temps. Mon père trouve le pilote, lui serre la main, le remercie. Le pilote a juste dit, « Oh, je faisais juste mon travail. » Nous partions, et mon père m'a dit que lorsqu'ils ont annoncé l'urgence sur le système à l'aéroport de Midway, il n'avait jamais senti son cœur baisser aussi vite. C'était à l'époque où on pouvait rencontrer des gens à la porte d'embarquement. Il a dit qu'il y avait un tas de gens qui couraient. Il a emmené d'autres personnes avec lui parce qu'ils avaient pris le bus pour Midway. Il faut environ 45 minutes de route pour aller d'un aéroport à un autre. Ils étaient en train de s'arrêter lorsque l'avion a commencé sa descente, alors il s'est arrêté et l'a regardé atterrir. Évidemment, ils ne savaient pas dans quel état se trouvait l'intérieur de l'avion, mais ils avaient de l'espoir. Plus tard, nous avons eu plus de détails sur ce qui s'est passé. Une foutue oie a été aspirée dans le moteur. Normalement, cela n'aurait rien fait, mais c'était comme une série d'incidents bizarres après que cela se soit produit. Je ne me souviens pas des détails techniques, mais je suppose qu'un autre moteur est tombé en panne, puis la queue a mal tourné. Il pensait à 100% que nous allions nous écraser dans le lac. C'est pourquoi il a changé de cap. C'était soit une zone résidentielle et nous, soit juste nous. Ils avaient cloué au sol tous les avions censés décoller d'OHARE, donc je suppose que tous les yeux étaient braqués sur nous depuis la tour. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à nous maintenir suffisamment haut pour éviter le crash. Je ne sais pas tout ce qu'il a dû faire, juste qu'il n'aurait pas dû pouvoir venir. PS Mon père a découvert combien lui et son copilote gagnaient en un an et a fait un chèque de ce montant. Mes parents, ma sœur et moi les avons invités à dîner et leur avons donné leur chèque.
Le pilote principal et moi sommes restés en contact, c'est comme un troisième oncle. Ok, tout le monde, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous avez entendu la partie des acclamations, et vous pensez que c'est une fausse histoire. C'est vrai, tout le monde a applaudi et applaudi est un mème assez courant pour dire simplement « ouais, c'est totalement arrivé ». Mais je veux dire que je pense qu'il y a une chance que cette histoire soit vraie, et je vais simplement l'accepter parce que n'est-ce pas plus excitant et incroyable de croire qu'elle est réelle? Pourquoi pas, vous savez. Une petite suspension d'incrédulité pour vos lectures sur Reddit. Histoire 15, je sais que cela ne correspond pas du tout au fil de discussion, mais je voulais partager cela depuis des années. En fait, c'est le contraire à bien des égards, mais bon, je le raconte. J'étais au travail un jour, et un type, connu pour raconter de belles histoires, appelle une fille de mon travail alors qu'il quitte SXSW. Il lui dit que son avion risque de s'écraser. L'affaire se répand comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise, et j'en entends parler. Alors naturellement, je pense, ouais, c'est vrai, et je mentionne son vol sur FlightAware pour voir un schéma de vol vraiment foiré. Quoi qu'il en soit, son histoire se déroule comme suit, ils viennent de décoller, et le moteur droit se désintègre. Le capitaine arrive et dit ce qui s'est passé, et qu'ils doivent larguer du carburant et essayer d'atterrir. La partie « essayer » vient du fait qu'ils ne sont pas sûrs que le moteur ait endommagé le train d'atterrissage. À ce stade, tout le monde panique, et même les hôtesses de l'air pleurent et paniquent. Le commandant de bord revient et dit de prendre la position de crash, ce qui revient à baisser la tête et à dire au revoir à ses fesses. Ils atterrissent et tout va bien. Ce que j'ai vu sur FlightAware, c'est un avion qui décolle, qui fait 8 cercles, puis qui atterrit. Je ne pouvais même pas imaginer ça et j'y pense à chaque fois que je décolle en avion. Le chaos et les sentiments que mon ami et tous les autres ont dû ressentir ont dû être intenses. Cela n'a jamais fait la une des journaux, cela n'a jamais été rapporté, ce qui vous fait vous demander à quelle fréquence ce genre de choses se produit. Histoire 16, je ne suis pas pilote de ligne, mais je suis pilote privé et je connais une poignée de pilotes de ligne. La plupart des choses qui vous donnent l'impression que vous allez vous écraser dans un gros jet ou un turbopropulseur ne sont pas vraiment importantes. Les avions peuvent supporter bien plus de turbulences que celles que vous traversez en volant. Ce bruit est probablement normal, et l'arrêt du moteur ne signifie pas que vous allez tomber du ciel. Les remises de gaz, où l'avion interrompt son atterrissage, se produisent plusieurs fois par jour dans la plupart des aéroports, ce qui n'est rien d'extraordinaire. Voler sur une compagnie aérienne américaine est l'une des choses les plus sûres que vous puissiez faire. Vous avez plus de chances de mourir en conduisant vers l'aéroport ou même de tomber du lit que dans un accident d'avion commercial. De plus, le tarmac ne fait pas partie d'un aéroport, mais plutôt un matériau qui a été utilisé pour fabriquer les surfaces des aéroports il y a des décennies. Les pistes sont les endroits où vous atterrissez et décollez, les voies de circulation où les avions se déplacent et communiquent avec le contrôle aérien, et la rampe air de trafic est l'endroit où les avions sont garés et repoussés. Histoire 17, je suis pilote d'avion de ligne maintenant, mais mon premier travail consistait à faire flotter des banderoles. J'ai une autre bonne histoire de remorquage de banderoles, mais je l'ai déjà racontée. Je n'avais pas de passagers, mais j'avais des spectateurs, et de leur point de vue, personne ne l'a remarqué. Un jour, comme d'habitude, on m'a confié la tâche de me rendre à un endroit assez éloigné, de déballer et d'installer ma banderole, de la récupérer et de la faire flotter. L'installation s'est déroulée comme d'habitude, et j'ai décollé pour récupérer la banderole. Dans le remorquage de banderole, le fonctionnement est le suivant, vous avez un grappin au bout d'un câble attaché à la queue de l'avion. Vous décollez sans la banderole attachée et revenez en piqué vers une boucle de corde que vous avez installée au sol, maintenue entre deux poteaux, et qui descend jusqu'à la banderole. À la dernière seconde, vous tirez l'avion vers le ciel et le crochet est censé se balancer entre les poteaux et accrocher la corde. Sur mon pick-up, j'ai senti la traction satisfaisante de la bannière alors que je me nivelais, mais quelque chose n'allait pas. Elle tirait fort vers la gauche. Un rapide coup d'œil à ma gauche a montré que j'avais raté le crochet et que j'avais plutôt attrapé la boucle de corde de la bannière avec ma roue gauche. Pire encore, au lieu de glisser le long de la jambe du train jusqu'au fuselage, la corde s'était coincée près de la roue. On m'avait fourni un couteau à steak pour couper la corde, mais je n'avais aucun moyen d'atteindre cette corde. L'avion faisait des lacets violents, mais il était sous contrôle, et j'ai volé lentement en cercle autour de l'aéroport pendant que je réfléchissais à mes options. Je pouvais toujours essayer d'atterrir l'avion avec la bannière attachée, mais d'après ce que j'avais entendu, cela se traduit généralement par le basculement de l'avion sur le nez, ruinant au moins le moteur et l'hélice, causant probablement beaucoup plus de dégâts, sans parler du risque de ma propre vie. Je n'ai pas pu couper la corde parce que je n'avais pas assez de portée.
Puis je me suis souvenu de ce que j'avais, une petite trousse à outils et un rouleau de ruban adhésif dans la poche derrière mon siège. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire avec ça, et il m'est venu à l'esprit que le deuxième siège vide derrière moi avait aussi un manche de commande en tube métallique. Eh bien, ça valait la peine d'essayer. J'ai contrôlé l'avion avec mes genoux pendant que je tendais la main derrière mon siège pour récupérer la trousse à outils. Un seul boulon et un seul écrou fixaient le manche de commande au tube en dessous, mais je devais y accéder en aveugle, en passant la main en dessous et derrière moi tout en contrôlant l'avion. Après quelques suppositions quant à la taille de la douille à mettre sur le cliquet, j'ai eu une bonne prise et j'ai réussi à retirer l'écrou et à extraire la vis. Une traction rapide a délogé le manche de commande, et oh mon Dieu, ça marchait. Le manche faisait quelques pieds de long, et j'ai pensé que ce serait suffisant pour atteindre la corde par la fenêtre. Toujours en volant avec mes genoux, j'ai enfoncé le manche du couteau à steak dans l'extrémité inférieure du manche de commande et j'ai enroulé un tas de ruban adhésif autour du joint jusqu'à ce que je sente qu'il serait bien fixé. Il était temps de tenter l'expérience. Je me suis remis en ligne depuis mon point de ramassage et, en tendant la main aussi loin que possible par la fenêtre de gauche tout en luttant contre le sillage, j'ai réussi à toucher la corde. Lorsque j'ai atteint ma cible, j'ai commencé à scier frénétiquement la corde, mais elle s'est coupée avec une facilité surprenante. J'ai senti l'avion faire une embardée lorsque la bannière est retombée au sol. J'ai posé l'avion et j'ai pris quelques minutes pour respirer, en réfléchissant à ce qui venait de se passer et à ce que je devais faire ensuite. Il m'est venu à l'esprit que je pouvais faire un nœud dans la corde et la récupérer, et c'est ce que j'ai fait. Autant dire que j'ai été un peu plus prudent cette fois-ci, et tout s'est déroulé comme prévu. Depuis le sol, la seule chose que quelqu'un aurait pu remarquer est qu'un avion à bannière a récupéré une bannière, est resté dans les airs pendant un certain temps, a laissé tomber la bannière, l'a récupérée et est parti. Histoire 18, je suis tellement en retard à la fête, mais je cherche une explication de la part d'un pilote à l'expérience que j'ai vécue à bord d'un Embraer 145 de New York à Albany un après-midi. J'ai pris beaucoup de vols, en particulier ce petit saut, à de nombreuses reprises. Je sais quels sont les bruits normaux, y compris ceux que l'on entend lorsque les moteurs s'arrêtent et que l'on a l'impression que quelqu'un appuie sur les freins. C'était différent. Nous avons décollé normalement, mais environ une minute après le début de la montée, l'avion est devenu complètement silencieux et nous avons piqué du nez brusquement pendant 3 à 5 secondes, ce qui m'a semblé une éternité. Au moins 7 personnes ont crié. J'ai agrippé mon accoudoir et j'ai accepté le fait que cela allait enfin arriver. J'ai toujours su que je mourrais dans un accident d'avion. Miraculeusement, les moteurs se sont soudainement remis en marche et nous avons repris une montée abrupte. 5 secondes plus tard, la même chose nous est arrivée à nouveau. Les moteurs de l'avion se sont tus et nous étions en train de pointer vers la terre. Cette fois, les gens ont crié plus fort que la première fois. Les moteurs se sont à nouveau allumés et nous sommes remontés à l'altitude de croisière, mais tout le vol était instable. On avait l'impression que c'était lent. On avait vraiment l'impression que nous étions sur le point de tomber du ciel. Il y avait une femme de Long Island devant moi, qui parlait nerveusement à tout le monde. Nous avons atterri à Albany sans aucune explication sur ce qui s'était passé. La plupart des pilotes que j'ai interrogés secouent la tête, confus, incertains de ce qui aurait pu se passer. Une explication était qu'il existe un protocole obligatoire de réduction du bruit dans certains quartiers de Newark. Souvent, ils obtiennent l'autorisation de ne pas couper les moteurs. Il est possible que, dans ce cas, le pilote ait pensé qu'il obtiendrait l'autorisation. Les agents du trafic aérien ont dit non et ont fait reculer le pilote et l'ont fait redescendre à une certaine altitude, et ils l'ont fait de la pire façon possible. Pour les passagers non pilotes, cela me semble absurde, mais c'est tout ce que j'ai. Cette expérience m'a un peu traumatisé, donc une vraie explication serait la bienvenue. Eh bien, je déteste le dire, mais c'est la dernière histoire que nous avons, et ce n'est même pas vraiment une histoire pour le sujet. Désolé, je n'ai pas non plus de réponse à celle-ci. C'est juste ce poste, le mystère. Quelle façon amusante de le terminer. Cela ressemble un peu à un rêve, ou à un cauchemar, je suppose. Le fait que cela se soit produit non pas une fois, mais 2 fois, me ferait vraiment flipper. De plus, si les gens criaient et que le pilote savait quelque chose et que ce n'était pas un problème, ils auraient dû tout simplement le dire, n'est-ce pas? Au lieu de laisser tout le monde dans le noir et de les terrifier pour leur vie. Quoi qu'il en soit, cela semble bizarre, et cela ressemble un peu à un rêve fiévreux de ta part, OP. Je ne vais pas mentir. Si cela s'était produit, je n'aurais pas aimé être sur ce vol. Traumatisé ne résume même pas vraiment la situation. En tout cas, comme je l'ai dit, dernière histoire pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous passerez une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit, où que vous soyez, et je vous retrouve la prochaine fois.